Salut tout le monde, Adou. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième FAQ de cette chaîne. La première je l'ai faite il y a 1 an et là on a pété les 10 000 abonnés, donc je voulais vous remercier. Et puis j'ai relancé une petite question pour que vous puissiez poser les vôtres et aujourd'hui j'y réponds. C'est parti mon kiki. Alors je les prends dans le désordre. À propos de la review sur le foil Takun, on a Santiago qui dit Great review. Il voudrait que je traduise la review et il me dit est-ce que tu pourrais mettre dans l'ordre ces différents foils en termes de vitesse? Gong Veloce, Takun, F1 Phantom, Axis HPS, Takuma Kujira. Alors je vais commencer par le plus lent, ce sera le Takun, sans hésitation. Contrôle, accessibilité, mais perf en termes de speed un peu en retrait. Après, le Phantom 1080, c'est pas un foil que j'ai trouvé très rapide, malgré les dires de certains. C'est un foil qui a beaucoup de cordes et qui a une certaine épaisseur. Il est hyper stable, il est hyper sain, il est hyper bien. Mais si tu t'arrêtes à la vitesse, c'est pas le plus rapide. Donc c'est le deuxième après le Takun. Et après, je dirais, c'est serré. Je pense que les deux plus rapides, pour moi, vont être les Kujira et le Gong Veloce. Le Gong Veloce étant peut-être le plus sain avec le Kujira, mais le Gong n'est pas coupant. Le Kujira est très rapide en 980, mais là ils viennent de sortir une 750 et un nouveau stab avec moins de traînée. Du coup, je suis sûr que la 750 Kujira va être une bombe de vitesse. Et l'Axis, j'aime bien. C'est des foils qui peuvent être très rapides. Les nouvelles gammes Black sont pas mal. J'ai la 700 HPS, j'ai aussi la 980, la 700. C'est de la speed facile. Tu peux facilement aller vite, mais les mâts sont moins sains. Le mât alu 19 décroche très facilement, avec moi en tout cas, parce qu'il est un peu trop épais et par rapport aux autres foils. Et le mât carbone que j'utilise en V2 lui est mieux à ce niveau-là, mais pas parfait. J'ai des petits décrochages de temps en temps. Donc je dirais Gong Veloce et Takuma Kujira pour les plus rapides. Next, Mathieu. Pourrais-tu nous expliquer les différents shapes de foil? Genre à quoi servent les ailerons du LOL Takuma et trucs du style? Alors si je commence à parler de ce sujet-là, je vais faire 30 minutes dessus. C'est clairement l'objet d'une vidéo qui est prévue dans mon listing, un peu de choses à faire. Et je vais simplement dire que tu as aujourd'hui ce qu'on appelle le low aspect et ce qu'on appelle le high aspect. Et toute la difficulté du truc, c'est les nuances qu'il y a entre les deux. C'est que tu as du low aspect modéré, avec des ailes qui vont être ramassées, mais d'épaisseur pas trop épaisse. Tu as du low aspect, du vrai low aspect, comme les Rise chez Gong. Et après, tu as du high aspect, mais tu as aussi du ultra high aspect, c'est-à-dire que c'est des ailes qui vont avoir moins de cordes, qui vont être plus élancées, mais tu en as qui sont fines et tu en as qui sont très 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 fines. Et ce qui est difficile, c'est de comprendre un peu, de réussir à lire un peu le profil d'une aile pour comprendre ce qu'elle va donner sur l'eau. Et pour un débutant, se limiter à juste 2 familles d'ailes, low aspect, high aspect, ça peut facilement créer des confusions et des mauvaises comparaisons entre 2 gammes d'ailes qui en fait n'ont rien à voir. Et ça, on en reparlera sur la chaîne. On a Jean qui nous demande: comptes-tu faire plus de vidéos sur les sessions windsurf? J'aimerais bien refaire plus de wind, ou refaire du wind tout court. C'est vrai que depuis plus d'1 an, je fais que de la wing. J'ai gardé mon matos, j'ai vraiment pas envie de vendre mon matos de windsurf, surtout j'ai mon matos de freestyle en fait. Et j'adore ça, c'est complémentaire. Simplement, avec le jeu des marques, tout ça, toutes les choses que j'ai pu avoir la chance de tester et le timing que ça impliquait, plus la passion pour ce sport qui est nouveau et tout ce qui est en ébullition autour de ça, fait que j'ai consacré tout mon temps de session disponible sur le wingfoil. Voilà. Mais je vais faire des vidéos, plus des vidéos débutants ou des petits tutos, par exemple freestyle, mais pas trop avancé non plus. Ça, j'aimerais bien en refaire, ouais. Et on a Santiflo qui nous dit: which foil you prefer, Takun Axis HPS ou Gong Veloce? C'est marrant, c'est la même question à peu de choses près que la précédente. Le Takun est moins perf que ce que j'attends d'un foil aujourd'hui, pour le moment, du moins la gamme qu'ils ont sorti, la première gamme. Donc ce ne sera pas le Takun.
L'Axis HPS, j'aime bien. C'est mon foil au quotidien à tout faire. Avec le mât carbone, c'est un régal. Et les gammes black, là, les gammes HPS sont top. Les gammes BSC aussi, mais là, sa question porte sur les HPS. J'adore l'HPS 700 et la 980 dans le light. Mais pour moi, le Gong Veloce en M et en L, avec le nouveau mât carbone, ça doit être super bien. Moi, j'avais l'ancien. C'était le foil le plus sain des trois, clairement. J'arrivais pas à le faire décrocher. J'avais en mat 100. Donc, qu'est-ce que je préfère aujourd'hui? C'est l'Axis pour le choix de la gamme, la qualité de fabrication, j'aime bien. Mais en perf, je pense que le Gong Veloce, il a rien à envier à l'Axis, quoi. On a Matt qui nous dit: salut, un petit tuto de comment tu accroches ta cam sur la wing au poignet de surf. Et en fait, je prépare une vidéo là-dessus. J'ai déjà tourné les séquences sur la plage le lundi dernier. Et c'est juste une perche avec des sangles velcro type bracelet que tu as avec tes télécommandes de GoPro ou certaines montres. Et je me fixe d'une part sur la poignée de surf du bord d'attaque et sur la poignée avant de ma latte centrale. Donc j'ai 2 points de fixation. Et je saucissonne avec les sangles velcro. Ma perche doit faire à peu près 60 cm. Et j'ai la cam qui est vissée au bout avec voilà, des systèmes. Après j'ai collé des embouts avec de la colle époxy que j'ai manchonné. Enfin, il y a un peu de bricole, mais ça je le montrerai dans la vidéo. Mais c'est un système très simple. Et ça évite de niquer ta wing, alors que quand tu fous en harnais perche, des fois dans les tacs ça coince, des fois tu te fais des chutes, tu te fais peur. Moi je suis déjà passé au travers de ma wing 2 fois. Donc quand j'ai des wings de test, je suis pas hyper serein à utiliser le harnais perche. Du moins si je veux engager un peu, sauter, faire des choses comme ça. On a Max qui me dit: le foil à tout faire, le plus polyvalent à avoir absolument si tu peux en avoir qu'un. Aujourd'hui, avec tout ce que j'ai testé là en ce moment, parce que tout bouge tellement vite, ce serait l'Axis avec le mât carbone en 86, mât carbone V2, et l'aile BSC 810, c'est une aile qui fait 1070 de surface. Pour mon gabarit, ça marche même dans le Lightwind en fait. Et c'est une aile qui à la fois est très rapide, elle peut monter à un peu plus de 20 nœuds sans trop chercher à forcer. C'est une aile qui est très rigide, pas d'effet yo-yo, pas de souplesse. C'est une aile qui tourne sur place, qui est super joueuse pour jouer dans les vagues. Donc tu peux tout faire avec en fait. Tu peux faire du cruising, tu peux essayer de tracer tes potes, tu peux surfer avec, tu peux pomper, tu as de l'appui, tu as un peu d'épaisseur mais pas trop. Et aujourd'hui je prendrais ça. Si j'avais droit qu'à une aile, un mât et puis voilà, qu'un foil quoi. Avec un petit stab de 420 chez Axis, ça c'est top. Et sinon, j'aime beaucoup le Kujira en 1210 aussi. Je préfère même le 980, mais en foil à tout faire, ce serait le Kujira avec cet inconvénient de ne pas avoir aujourd'hui de mât carbone qui tienne la route, parce que trop souple, et l'inconvénient d'être très coupant. Pour l'usage surf foil, c'est un peu embêtant. Moi, ça m'embête en tout cas. Et on a Spar 40. Penses-tu que YouTube pourra un jour t'apporter assez de revenus pour devenir ton activité principale? Non, aujourd'hui tu gagnes 3 cacahuètes sur YouTube, même si tu as 100 000 abonnés, même si tu en as 10 fois plus que moi, faut pas se leurrer, tu as l'impression que les gens gagnent beaucoup de fric avec YouTube. Aujourd'hui, ça peut t'apporter des deals, matos, des opportunités. Moi, par rapport à mon métier, mon vrai métier, ça m'apporte aussi des choses qui me permettent de bosser à côté. Ça me permet de moins financer de matos, voire plus financer de matos, donc ça c'est important, c'était une première étape dans le schéma de ma chaîne. Et moi je fais toujours les choses par étapes, je rencontre des gens, j'étoffe mon réseau, je découvre des produits, j'acquiers une connaissance sur tous les produits du marché de plus en plus large. Donc je suis de plus en plus crédible, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, et du coup les marques s'intéressent de plus en plus à moi. Donc on est en train de faire grossir un truc qui permet au fil de l'eau d'avoir de plus en plus d'opportunités de tester du matos, d'avoir le bon scoop, le bon test de matos au bon moment pour faire des vues de l'audience et en même temps m'éclater, parce que ça c'est super important. C'est parti d'une passion, ça doit rester une passion, mais pour tenir la route, il y a un moment où effectivement il faut aussi réussir à bouffer à côté. Donc j'en sais rien. Je continue comme j'ai envie de le faire, sans venir polluer mon temps de session perso et ma vie perso, parce qu'il y a d'autres choses à côté. Mais why not, si ça peut donner quelque chose de complémentaire, d'intéressant. Aujourd'hui c'est light, mais c'est pas mon gagne-pain principal, mais ça se développe bien. Choisir sa taille de wing. Alors j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est Benjamin qui nous dit ça, qui nous demande ça. J'ai fait une vidéo sur
comment choisir son matos de wing, taille de mât, taille d'aile, un peu shape d'aile, la board, la taille de la board, longueur, volume en fonction de ton poids, tout ça. Donc je vais pas le refaire, il y a une vidéo, allez la voir, elle est bien foutue. Je suis pas tout seul à avoir fait des vidéos comme ça, mais en tout cas cette vidéo a bien marché. Et vous verrez, j'ai mon papa d'ailleurs qui est sur la vignette avec une swing F1 rose. Et vous pouvez aller voir cette vidéo, il y a tout qui est expliqué dedans, enfin une bonne partie. AV17, which is the overall best low budget entre 500 et 750 euros pour une wing que tu aurais testé. Eh bien clairement, moi la must, enfin une des meilleures wings actuellement, mais hors considération budgétaire, hein, de tout ce que j'ai testé, alors j'ai pas tout testé, c'est la Takun. La Takun, nickel, ça marche mieux que certaines ailes à 900 balles. Ouais, non, là, Takun, imbattable. Et puis j'en ai une que je suis en train de faire vieillir là, qui sert beaucoup, qui a des heures de vol au compteur. Et je lui ai tiré sur la tronche, c'est la 4 mètres en Takun que j'utilise même des fois dans des vents forts. Je lui ai mis très cher, je navigue au harnais avec, donc même si je suis pas lourd, je lui mets très cher. Et ça vieillit plutôt pas mal, je trouve. Ça vieillit, mais ça vieillit bien. Comment est venue cette passion pour les sports nautiques? Eh bien écoute, c'est mon papa depuis tout petit. Mon père faisait du windsurf quand j'étais gamin. J'ai grandi en Afrique, à Libreville. Et puis on était au bord de la mer, la plage, tous les week-ends, les papas ils se retrouvaient, tu vois, ils faisaient du windsurf ensemble. Et puis nous, on faisait des pâtés de sable, mais dans un coin de notre champ de vision, on avait ces windsurf qui passaient un peu au large là. Et puis à l'âge de 8-10 ans, peut-être 10-12 ans même, ma sœur, j'ai une grande sœur, on rentrait tous les étés sur la Baule, donc c'est l'endroit où j'habite maintenant. Et puis elle a voulu faire un stage de windsurf. Et pour pas rester sur le carreau, j'avais dit, moi aussi, j'avais dit à ma mère, moi aussi je veux faire comme ma sœur. Et j'y avais été, je m'en foutais un peu du windsurf, c'était de la planche à voile au départ. Hein. Et puis finalement j'ai trouvé ça sympa. Et puis comme mon père avait du matos, on a commencé à en faire à côté quand on a eu une base un peu où on était autonome. Et c'est parti comme ça. Et tous les étés, on venait à la Baule 2 semaines au mois d'août. Et là, c'était la teuf. On voulait faire du windsurf, on ramenait tout le matos. Et on sait bien faire du windsurf. Et après, j'ai déménagé sur Dunkerque. Et là, c'est là où j'ai pris mon envol en windsurf. On naviguait en lac au début, puis après sur la mer. Tous les mercredis après-midi, dès qu'il y avait du vent, on était à l'eau. Le week-end aussi. Et là, c'est vraiment, j'ai appris à naviguer en mer du Nord. Et c'est vrai que ça m'a bien aidé pour la suite, quoi. Et c'est là où j'ai pris le virus, en fait. Et après, tout le reste, hein, les évolutions du sport, le wingfoil, tout ça, j'ai toujours été curieux des nouveaux supports. Et c'est parti comme ça. Adrien qui nous dit « Comment vois-tu le développement du wingfoil dans 10 ans? Compétition, évolution du matos, etc. » Moi, c'est très simple. Je vois ce qui se passe, et je vois ce qui s'est passé dans le kite, même si le kite, j'observe ça d'un œil un peu lointain. Ce que je vois, c'est qu'on est en train de faire des machines de guerre, tu vois les gammes de foils, certaines ailes affûtées comme pas permis. On a des foils, il y a 2 ans, quand j'étais à Tarifa pour le meeting du automne, c'est une des premières vidéos où on commençait à parler wingfoil. Le matos se traînait lamentablement à 10 nœuds max, 12 nœuds max. Ça avançait pas, c'était moche, les wings ils ressemblaient à rien, c'était des sacs. Aujourd'hui on est encore loin d'être parfait, mais on a du matos qui commence à avancer, la technique a vraiment évolué, les riders naviguent différemment. Moi je navigue strappé au harnais, j'ai l'impression de faire du windsurf, du windfoil. Et ce que je vois, c'est qu'on développe aussi des formats de régate freestyle où les mecs envoient des trucs improbables et des formats de régate type slalom, enfin speed un peu, où les mecs doivent se tirer la bourre. Donc on commence à développer des formats qui sont hyper variés et on va aller placer le curseur très loin dans la performance avec, tu vois, des ailes. On commence à naviguer des fois avec des ailes qui n'ont presque pas de surface, des trucs qui font moins de 600 cm² pour bombarder, c'est presque du kitefoil. Quand je navigue en Axis 700 HPS, j'ai l'impression de faire du kite, quoi. Mais les sensations sont dingues et j'adore ça, et j'ai la certitude que on va vouloir monter à 30 nœuds comme des cons. Et puis on va se prendre des boîtes, on va se prendre des caisses, et à un moment on en aura marre, et on va replacer les curseurs un peu au centre. On va aller sur les extrêmes et on va replacer le curseur un peu plus au centre, et on gardera une pratique, on gardera toujours à l'esprit quand même une pratique un peu freeride, cool, glider dans la houle, dans les vagues, faire du downwind, pomper, le côté freeride. Le support est top et hyper polyvalent.
Et je pense qu'on va aller explorer un peu tout ce qu'on peut explorer dans le sport pour revenir à ce qui marche le mieux. Et on le voit même dans les shapes, hein. On le voit dans les shapes des planches, des choses très très courtes, avec des concaves de plus en plus marquées. Puis je suis sûr que ces gros doubles concaves, on va les calmer un peu. Il y en aura encore, mais ce sera plus modéré et on va revenir à des choses un peu plus soft. Un wingfoil peut aller jusqu'à combien en km/h? Alors, écoute, moi je vais à le max que j'ai fait pour l'instant avec ma 700 Axis, c'est 50, qu'est-ce que je dis comme bêtise, 25 nœuds. Ça doit équivaloir à un peu plus de 45 km/h. Et en général, quand tu es à 45, enfin quand je suis à 45, moi je force vraiment, quoi. Je veux vraiment, je suis concentré. Il y en a qui montent jusqu'à plus quasiment 30 nœuds hein, maintenant, je crois. Après, ça dépend de l'aile que tu mets. Ça peut aller vite, mais plus ça va vite, moins ça ressemble à du wing foil. C'est-à-dire que plus tu vas tu vas avoir un cure-dent à la place d'une aile avant sur ton foil, et donc tu perds l'intérêt du wing foil qui est de pouvoir lâcher ta wing, flotter un peu en l'air, te diriger sur les reliefs, pomper un peu, récupérer une petite bosse, repartir, jouer un peu avec les pentes et le relief du plan d'eau, ça tu le perds. Donc ça revient à la question d'avant, on pousse les extrêmes pour aller vite. Donc oui, tu peux aller vite, mais quand tu es sur un setup qui va vite, regarde, en wingfoil, là je voyais, ça monte maintenant de ouf, les mecs ils montent à 39 nœuds en Vmax, je voyais des Julien Bontemps à plus de 35 nœuds, mais leurs ailes avant c'est des stabilisateurs, c'est vraiment microscopique, t'as aucun confort avec ça, il te faut 20 nœuds pour décoller, ou pas loin, donc c'est particulier quoi, et ça peut aller vite. C'est toi qui demande aux marques le matos, nous demande Adrien Fréville. Coucou Adrien, on s'est croisé à la pump track de Plougoumelen, c'était canon, il avait son drone, on a fait des rushs, il a fait des petits rushs, il me les a envoyés, merci à toi. Est-ce que c'est moi qui demande le matos aux marques pour le tester ou c'est eux qui l'envoient direct? Eh ben écoute, ça dépend, en général ça vient des marques et il m'est arrivé de contacter des marques. AFS par exemple m'a contacté, Antonin de chez AFS qui gère la com, Damien Chabou chez Alpine, c'est lui qui m'a envoyé un petit message et puis on s'est appelé, on a discuté, le courant est bien passé et il a envoyé un foil avec plusieurs ailes. Axis c'est différent, c'est mon matos perso, donc là il y a un peu un deal aussi, les gars chez Axis, Loïc et Nico ils sont au top et c'est toujours sympa d'échanger aussi avec des gens passionnés sur le matos, c'est vraiment des bons foils. Donc là le deal est un peu différent, c'est pas du tout du sponsoring ou du matos de test, c'est mon matos. Et ça se gère avec New End d'ailleurs, Thomas, le copain que je salue aussi. Et en général, non, les marques envoient le matos. Takuma, c'est avec Fred Morin. C'est Fred avec qui on a beaucoup échangé, qui avait vu les vidéos. Il s'est dit, nous, on aimerait bien aussi faire tester notre matos. On est sûr que tu vas bien aimer ça. Et puis voilà, on a eu le foil. Là, j'ai la Wing Ride, donc j'ai de la wing à tester aussi. On a eu Harlem aussi, Harlem Kite, qui me font tester leur wing, qui est la wing de gun. Hein. Ils ont développé la wing de gun, la high wing, dont vous avez peut-être entendu parler. Et des fois, ça se fait par le réseau. Tu as un pote qui me dit Takun, on se connaissait un peu parce que Vincent Hamon qui développe, tu vois, il est sur Saint-Brévin, donc on navigue ensemble régulièrement. Et puis c'est super intéressant d'échanger nos ressentis parce que tous les deux, on a testé plein de matos. Donc c'est super intéressant il aime bien me balancer un truc, dire vas-y teste, tu me dis, on navigue ensemble, on échange de matos et on compare nos ressentis, qui des fois collent, qui des fois ne collent pas. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi ça colle pas. Et surtout, avec des différences de gabarit, comprendre pourquoi le ressenti est différent, quoi. Donc moi j'aime beaucoup ça, et c'est ce que je voudrais développer, même de la presta de test à terme, ça c'est vraiment passionnant, quoi. Y a des marques après que tu as envie de targeter aussi. Duotone, tu vois, Erwan m'a amené la Slick la semaine dernière, donc génial. J'avais pas bossé avec Duotone depuis un bout de temps, donc j'étais content d'avoir la nouvelle aile, la Slick, parce qu'on avait fait tout un test sur le combo Duotone V1, leur surfoil, et puis le foil aussi, la Hero chez Fanatic, qui est un bon foil pour démarrer et qui marche bien, ouais. Et donc tu vois, des fois ça vient la plupart du temps des marques. Après il y a des marques genre Ozone, Julien Kerner si tu m'entends, je l'avais contacté plusieurs fois par mail mais j'ai pas réussi à avoir de retour.
L'Ozone Wasp V2, j'ai eu la V1, je lui ai mis au moins 100 sessions, j'étais convaincu par cette aile. Alors maintenant elle est un peu périmée parce que c'est une très bonne aile, mais face aux évolutions des nouvelles ailes, la V1 elle a un peu pris un coup dans la tronche. Il paraît que la nouvelle est fabuleuse, j'aimerais bien la passer en review sur la chaîne, donc si Julien, tu vois ma petite vidéo, si tu as des potes qui peuvent te toper pour te dire que Adou a envie de faire une review de la Ozone Wasp V2, je suis opérationnel sur le sujet. C'était la petite parenthèse, mais j'en profite tant qu'à faire, on sait jamais. Alors, next, Guy qui nous dit Takuma ou Fanatic. Alors je vais te dire, pour les foils Takuma. Takuma parce que Takuma, un Kujira c'est 3,5 kg, le Fanatic Aero, c'est quand même un foil qui est assez lourd. D'ailleurs, Fanatic, aujourd'hui Takuma, demain à voir. J'ai pas eu l'occasion de tester les foils Fanatic, les aéros en high aspect. Donc tu vois, je peux pas comparer des choses comparables. Globalement, le matos Fanatic est toujours plus lourd. Que ce soit les planches, les foils. La Skywing est une super planche, super équilibrée. Tous les potes qui en ont pris sont super contents. Par contre, c'est sûr que c'est plus lourd que du Takuma. Les Takuma TK, elles sont très bien. Mais par contre, tu vois, Takuma... foil, pour moi, nettement un cran au-dessus sur le glide, sur la glisse, sur la speed. Et surtout le glide, quand tu pompes, c'est hallucinant. Mais par contre, foil coupant, les boards chez Takuma, il y a aussi un problème, tu peux pas les strapper en Y. Alors, la marque, pour elle, c'est pas un problème. Pour moi, c'est un vrai problème de devoir choisir de me strapper en goofy ou régular. Les jours où il y a du flat, j'ai pas envie de pouvoir sauter que sur une amure. Et j'ai pas envie de devoir surfer que en goofy. Ça me fait chier, quoi. Donc là-dessus, voilà, une Skywing, elle est strappée en Y, ça passe partout, tu peux jumper avec, faire du freestyle, tu peux surfer. Tu vois, c'est pas les mêmes boards, c'est pas les mêmes constructions. Mais aujourd'hui, tout évolue très vite, mais aujourd'hui, genre un petit penchant pour Takuma. Et Bigorno qui nous dit à quand la prochaine vidéo de windsurf. Bon, le message il commence à être vraiment clair. Hein. Vous voulez du windsurf. Hein. Une petite vidéo type vlog session. Ce serait cool d'embarquer ma caméra 360 en windsurf parce que je ne l'ai jamais utilisé en windsurf. Je n'ai que du wing avec. Ce serait sympa de se faire un petit vlog. Bon, il faut que je me bouge le cul. Alex qui nous dit quel type de bagagerie privilégié pour son foil. Alors écoute, moi je voyage pas trop. Avec le wing, en tout cas, depuis un an, c'est compliqué, hein, tu me diras. Mais en gros, là, je vais me faire un truc. Je vais m'acheter un gros bag. Il y a des gros bags d'Akain qui sont en format rectangulaire, dans lequel je vais foutre de la mousse. J'en ai là. Tu vois, de la mousse comme ça que tu tailles, que tu découpes pour faire des intercalaires. Et je vais foutre mes ailes dedans. J'ai un gros problème pour le stockage des ailes. Les mâts, c'est pas trop un souci. Tu vas chez un gong, il a des housses de mâts, c'est top. Mais c'est trouver un gros bag pour mettre les ailes. Ça, c'est la grosse problématique. Après, tu trouves des board bags, des gros board bags. Je sais que Takun fait des gros board bags qui sont très bien pour les boards de wing, assez compacts. Il y a des housses de board très bien chez Gong aussi. En bagagerie, franchement, mais Gong, top. Il y en a un peu pour tous les goûts. Après, pour le voyage spécifique en avion où tu veux tout mettre dans un bag, là je peux pas trop te répondre. Honnêtement, moi j'ai plus une problématique de stockage des foils dans le camion pour pas bousiller les ailes. Et quand j'ai 3 foils et que les Axis j'ai genre 4 ou 5 ailes, que je vais avoir les 2 ailes Kujira qui sont très fragiles, je vais avoir Alpine maintenant, j'ose à peine les toucher les ailes tellement elles sont bien finies. On a une réelle problématique. Il faut que les constructeurs se bougent aussi là-dessus pour faire livrer des foils avec des ailes, des housses et pas en option, quoi. Est-ce que tu vends du matos, nous demande Gabin. J'ai ma petite Ozone Wasp V1 que je vais vendre peut-être. Parce qu'il y a un moment donné où j'entasse, je faisais le calcul l'autre jour, je calculais, j'avais 6 ailes de 4 mètres carrés en test dans le garage. Je fais, bon, à un moment ça va bien aller. Sébastien qui nous dit, as-tu des conseils pour démarrer le wing sur un sup? Mon conseil, c'est de ne pas trop démarrer sur un sup en fait. Le truc, c'est que moi j'ai essayé avec mon gamin et j'ai un copain qui a essayé. C'est bien pour apprendre à manier la wing sur l'eau. C'est-à-dire que tu manies la wing sur la plage, pendant 10 minutes, tu as compris le truc. Mais à la limite, il faut même mieux faire du speed sail avec ou avoir une board et rouler sur la plage avec de la wing. Ça, c'est pas mal, en faisant attention de ne pas abîmer la wing. Et après, tu vas aller sur l'eau avec un sup, qu'est-ce qui va se passer?
tu vas pas du tout remonter au vent. Tu vas complètement dériver sous le vent. Donc ça a un intérêt très limité. Tu vas vite te faire chier. Et ça, à part peut-être t'apprendre à faire demi-tour à genoux en faisant pivoter la wing, il n'y a pas vraiment de gros intérêt, sauf à rajouter des dérives sous ton sup ou avoir tu vois, un système d'adaptation de dérive pour empêcher que la planche parte sous le vent, quoi. Mais il faut assez vite te mettre un foil sous la planche, avoir une vraie planche de wing volumineuse avec de la longueur pour ne pas dériver. Pour qu'au moins, même si tu voles pas au début, tu puisses tirer des bords et revenir à ton point de départ. On a Titouan, hello. Je voulais savoir ce que valaient les fameuses planches à tout faire, wingfoil, subfoil, wingfoil, ce qu'elles valaient dans chacune de ces activités. Alors là, je crois qu'il parle des boards genre Papenou chez F1. Alors, c'est un peu comme si tu m'interroges sur les planches gonflables. J'ai un avis assez tranché sur le truc. Je suis assez puriste, un peu casse-couille peut-être, mais j'ai toujours eu horreur des compromis. Et j'ai horreur des planches. Je comprends la simplicité, l'envie du mec qui voyage d'avoir une planche à tout faire. Il va aller faire du paddle dans les vagues, il va foutre un foil en dessous, il fait du subfoil, il va foutre sa voile de wind, il fait du windfoil. J'ai des copains qui adorent ce format-là. Moi, je préfère pratiquer que du wingfoil, avoir qu'une board de wingfoil, mais avoir une board qui est performante, qui est compacte, qui est très légère, qui est adaptée à 100% et je vais profiter à 100% de ce que je fais plutôt que d'avoir un truc qui fait un peu tout à moitié. Certains diront non, non, elle fait tout bien, mais non, il y a forcément un moment où tu as un compromis, tu dois te farcir un compromis, quoi. Donc, bien, mais compromis. C'est comme tous les mecs qui veulent prendre des gonflables en wing, et on les a tous vus revendre leur board au bout de 3 mois. Tous les mecs qui ont acheté la hype chez Gong, j'ai vu toutes ces boards revendues, et tous ces mecs-là maintenant ont des planches rigides. Donc, il y a un moment donné, il faut qu'on m'explique. C'est comme le subgonflable, c'est un truc... faut pas que j'en parle, je vais être désagréable. Je les vois déjà à la déchetterie en fait. Quand je vois ces trucs-là sur la plage, je vois Jean-Michel qui a acheté son truc à 150 balles chez Decat et il va s'en servir 3 fois, ça va finir au fond du jardin avec le barbecue et ça va passer l'hiver à moisir. C'est comme les piscines gonflables pour les enfants. J'ai un petit problème avec ça. Je suis pas très c'est très subjectif ce que je dis là, attention. Étienne Guéna. Coucou Étienne de Saint-Malo. Et Adou, il nous demandait, Adou, au niveau des carènes, sais-tu quel type de carène qui fonctionne le mieux de shape? Alors, je suis pas expert du tout, je suis mal à l'aise de répondre à ce genre de questions. La seule chose que je dirais, c'est que je suis passé d'une board de 70 litres qui avait une carène très plate à un custom avec des concaves et à une board de série, la Takun Comet SW aussi avant d'avoir le custom, qui avait des doubles concaves qui étaient assez courtes avec un kicktail très marqué à l'arrière et clairement j'ai vu la diff. La planche accrochait moins sur l'eau, elle faisait moins bouchon, elle poussait moins d'eau au décollage. Alors c'est subtil quand tu as une bonne technique finalement. L'écart réel de vent dans lequel tu vas partir dans le vent faible, il est vraiment subtil, mais il y a un gain. Ce double concave, il n'est pas pipeau. Alors je pense qu'il ne faut peut-être pas le pousser à l'excès non plus, parce qu'à un moment donné, ça devient délirant. Sur certaines planches, j'ai vu des trucs, c'est ouf. Sur la Normana que j'ai, il est assez poussé, mais la board part très tôt, elle est très agréable. Donc je dirais double concave, de la largeur, mais pas trop. En ce moment, je teste la TK chez Takuma, la TK Carbone 2021. C'est des planches qui, à même volume, sont plus longues. Comme la 65 litres TK, au lieu de faire 4,8, elle fait 5,2. Et elle a un gros nose épais qui pardonne à fond les touchettes, même full speed. Et elle décolle très très tôt, elle a une belle glisse quand tu n'as pas beaucoup de traction dans la wing, tu génères de la vitesse très facilement. Elle déjauge dans rien en fait. Après, il faut trouver le bon dosage. Il ne faut pas qu'en l'air, tu aies trop de nose et que ce soit gênant quand tu surfes. Parce que quand tu es en l'air, tu n'as plus besoin d'avoir du nose, quoi. Et c'est là où je suis encore en train de tester pour me faire un avis bien précis là-dessus. Mais ça marche plutôt bien. Et je suis d'avis d'avoir un compromis pour mes 70 litres, d'avoir une planche qui fait entre 4,8 et 5,2, un nose assez épais, je trouve ça bien. Des doubles concaves, oui, mais pas trop marqués. Le tail, ça a l'air d'apporter aussi quand même pas mal, là, ces gros kicktails au décollage. Et une planche pas trop large, parce que ça pousse de l'eau. Si c'est l'effet bouchon, pas bon, une planche plus étroite, elle va avoir une meilleure glisse. Et voilà. On a Chris. Est-ce que tu vois un lien de sensation entre le wing et le windsurf? Et est-ce qu'une planche de wing pourrait être utilisée en kite? Alors oui, une planche de wing, tu peux utiliser avec un kite, mais tu vas vite la trouver trop encombrante, trop mastoc, trop large. Tu n'as pas besoin d'autant en fait.
En kite, tu as besoin de rien, tu as besoin de juste avoir un prétexte sous les pieds pour diriger ton foil, quoi. Le lien entre le windsurf et le wingfoil, plus je navigue, plus je le vois. Alors, entre le wingfoil et le windfoil, parce que le windsurf, on était à plat. En windfoil, j'étais déjà en l'air avec mon foil. Quand je navigue au harnais, dans les straps, sur ma planche de wing, je suis en contre-gîte et que je suis à plus de 20 nœuds, ouais, j'ai vraiment l'impression de faire de windfoil. Et le lien, il est assez évident, et de plus en plus. Et je crois que c'est pour ça aussi que j'arrive à me passer un peu plus de mon windsurf que quand je faisais du kite. Quand je faisais du kite, j'ai jamais arrêté le windsurf. Le kite, pour moi, ne valait pas le windsurf. Je ne trouvais pas mon bonheur dans le kite comme je peux le trouver dans le wingfoil aujourd'hui. Et next, on a Robbie qui nous dit: est-ce que le wing a cannibalisé tes autres pratiques, le windfoil, windsurf, etc. Sinon, comment gères-tu en dehors des tests matos wing pour ta chaîne? Si les conditions météo sont un critère, peux-tu développer? C'est simple, le wingfoil a cannibalisé, oui, ma pratique du windsurf et du windfoil. Pour plusieurs raisons. C'est que, 1, j'ai 2 gamins, j'ai un boulot, j'ai un emploi du temps bien rempli, j'ai ce projet vidéo qui me prend du temps. Quand il y a du vent, qu'il y ait 12 nœuds ou 30 nœuds, qu'il y ait de la houle de merde ou de la belle houle, des vagues ou du flat, je sais que mon matos de wing, ma planche, mon foil avec 2 ailes avant et une seule wing vont marcher dans toutes les conditions, tout le temps. Et je sais que quand je vais arriver sur le spot, je ne vais pas rester à taper la discute pendant 20 minutes avec les mecs au coin de la rue là. Moi je vais direct à l'eau, ça marche. J'ai 1 heure, 2 heures devant moi, ou 3 heures si j'ai beaucoup de temps, mais je sais que je vais me gaver. En windsurf, c'est pas pareil. Il y a des fois, tu rentres, tu es frustré. Oui, tu es sorti, oui, tu as un peu plané, mais tu n'arrivais pas bien à remonter sur la barre. Tu t'es pas gavé, quoi. En wing, c'est toujours la gavade. Et s'il y a des vagues, je vais surfer. S'il n'y a pas de vagues, je peux bosser mes manœuvres. Et je me fais pas chier au bout de 10 minutes parce qu'en windsurf, tu n'as que éventuellement le duck jibe, le jibe, tu vas faire des virements de bord. Bon, et puis après, tu as fait le tour, quoi. Tu vas faire des 360 peut-être si tu es balèze. En wing, tu as les manœuvres en switch, en régular, tu passes l'aile sur la tête, derrière le dos, tu as le jibe, tu peux faire des duck jibe maintenant, tu peux faire des 360, tu peux naviguer à contre, c'est-à-dire que même sur du plat, tu as une foultitude de manœuvres à apprendre, tu as toujours un chantier en fait. Tu croises des potes, tu vas pouvoir te tirer la bourre, tu vas pouvoir jouer avec le GPS aussi, si un jour c'est flat, qu'il y a du vent, tu es tout seul, mais tu as envie de te challenger un peu. Il y a toujours un truc. Alors moi, en plus de ça, bah évidemment, il y a le matos que m'envoient les marques, j'ai toujours un truc cool à tester, soit une planche de freeride vraiment à la cool. J'ai fait une petite vidéo sur la Nasquel là, il n'y a pas longtemps, mais c'est sûr c'était la régalade quoi. Ou alors du matos plus perf, mais il y a toujours un truc à tester, ça marche tout le temps, quelles que soient les conditions. Et j'ai jamais trouvé un support jusqu'à présent en sport de glisse qui était capable de fonctionner aussi bien dans une variété de conditions, de la plus grosse médiocrité à l'excellence. J'ai jamais trouvé ça, c'est la première fois. Donc, c'est la raison pour laquelle, oui, ça a cannibalisé ma pratique, mes autres pratiques. Et ça m'a donné envie, par contre, de faire du surfoil. Donc, j'apprends en ce moment le surfoil et ça évolue dans le bon sens. L'autre question de Neige, Robbie, c'était: quel conseil pourrais-tu donner à quelqu'un qui veut débuter en wing et venant du windsurf ou du windfoil au vu de ton évolution personnelle dans ce sport? Alors, j'avais fait une vidéo, effectivement, j'en ai parlé en début de la FAQ, sur les conseils pour choisir ton matos. Moi, le conseil que je veux donner aux gens, c'est sortez dans un vent déjà établi, ne soyez pas éblouis par la plage basse du support, parce que oui, nous, on arrive à planer à peine 10 nœuds, peut-être moins de 10 nœuds des fois, à voler dans moins de 10 nœuds, ça c'est certain, mais à décoller dans un petit 10 nœuds à peine, et quand tu débutes, ta plage basse, elle va être minable. Tu vas être déçu, frustré si tu t'attends à décoller dans 10 nœuds. Donc sortez plutôt dans 15 nœuds. Prenez plutôt 5 mètres que 4 mètres. Quand vous débutez, prenez un peu de surface, pas trop grand non plus, pour sentir les choses, avoir de la traction, avoir de la portance. Il faut que vous arriviez à voler, quoi. Et ne pas attendre tout de suite des résultats excellents. Au début, on est un peu bancal. Et là où beaucoup sont surpris, c'est qu'ils ont fait du kite foil avant, ils ont fait du wind, ils ont fait pas mal de trucs. Et les débuts en wing sont plus compliqués que prévu, quoi. C'est finalement peut-être un peu plus dur que ce qu'il n'y paraît. Par contre, dès l'instant que tu piges, dès que tu as ton déclic, la progression est très rapide après. Et donc, il ne faut pas se décourager, il faut y aller. Il y a des gens qui arriveront direct. Moi, j'ai eu de la chance, c'est que j'avais juste un surfoil de 48 litres. Ma planche de surf, c'était une petite gong. J'avais la 4 mètres ozone que j'avais acheté sur flysurf.com. J'avais payé en 3 fois il y a 2 ans maintenant. Je me souviens. Et j'étais arrivé sur la plage comme un con. J'avais gonflé mon truc. Je suis parti à l'eau. Je me suis mis à genoux sur la planche. Je ne savais pas si j'allais tenir.
Ben, j'ai bordé l'aile, j'ai trouvé l'équilibre, je suis parti. Et le premier bord, j'ai volé, je me suis mis en appui sur le foil. Et voilà, parce que je connaissais les appuis du foil, ça m'a aidé. J'ai tout de suite eu des sensations. J'étais pas foutu capable de passer un jibe, mais tout de suite j'ai volé. Mais c'est pas pour tout le monde comme ça. Mais par contre, j'avais pas une plage basse de ouf. Après, j'ai compris comment pomper, comment placer sur la board, comment orienter la board par rapport au vent pour décoller plus tôt, mettre le foil à plat. Il y a plein de petites choses comme ça que tu apprends en expérimentant. Donc, il faut se laisser le temps. C'est le meilleur des conseils, je pense. Quelle est ta marque préférée? Alors là, les wings, j'aime beaucoup Takun. Les foils, je suis très Axis, même s'ils ont des défauts aussi. C'est pas les foils les plus sains du marché pour moi. J'ai découvert les Kujira chez Takuma. Ça a été un gros coup de cœur aussi, parce que je trouve ça très très performant, même si un peu technique, un peu instable, un peu coupant, un peu voilà. Je vais pas refaire la review. Là, tu vois, je suis sur la slick en ce moment de duotone. Retour sur une Ella Wish. Ça t'offre une latitude, une facilité. J'ai trouvé ça très agréable. L'aile a évolué dans le très bon sens. Donc, comme j'essaie beaucoup de choses, je te dirais, ce serait plus facile pour moi de te dire ce que les marques, les wings par exemple, que j'ai pas aimé. Mais bon, c'est un peu délicat, même si dans mes reviews, je suis assez objectif. Globalement, il n'y a pas vraiment de mauvais matos sur le marché, mais par rapport à mes critères, il y a des choses plus ou moins bien. Voilà. Mais ouais, Axis, Normanna, parce que je suis en custom maintenant, donc Normanna, les boards de Willy Marion, qui sont top. Et puis mes wings, Takun, un peu de Takuma, il y a une slick en ce moment. J'ai essayé la F1 Strike qui est très bien aussi, mais qui a des petits défauts aussi pour moi, mais toutes les wings ont des défauts. Voilà. Thomas qui nous dit, il est quelle heure? Ah, intéressant. Il est minuit 1 sur ma montre, il est tard. Alex le tondeur. Alex, il envoie lui. Hein. Putain, il y a du message avec Alex. Tes conseils sont précieux comme d'hab. Tu es notre grand frère du wing. Ah oui, il m'a fait marrer sur ce coup-là. C'était pas une question, c'est juste que ça m'a fait marrer. Le grand frère du wing. Pascal le grand frère. Ça me touche les petits commentaires comme ça. Sylvain, est-ce qu'au final, le sujet du poids d'un mât est si important pour un rider wing qui ne saute pas, ce qui est le cas de la plupart des riders? Tu vois, le Takun, il sort à 4,6 kg, les Axis sont pas les plus légers, tu arrives encore même à sauter avec, mais j'ai vu la différence quand j'ai navigué en Takuma, le Kujira en 980, on est à 3,5 kg, le foil d'AFS, l'Alpha en flyer, il sort à 3,8 kg, c'est des foils qui sont légers, tu vois, tu le sens vraiment. Quand tu jumps, tu le sens, mais même pour porter le matos, pour aller à l'eau, dans la manute, tout ça, c'est assez agréable en fait. À condition que le foil reste rigide. Aurélien, un forum comme le wing, mais en windfoil et windsurf. Alors pourquoi pas? Alors dans un premier temps, ce serait plutôt l'idée de créer... alors sur le forum, vous êtes quasiment 400, hein, c'est énorme, vous avez vachement apprivoisé le forum et vous êtes vraiment investi dans le truc. Il y a des témoignages, des feedbacks, des questions, des sujets variés, très intéressants. Il y a notamment la section La Plage là, qui est cool, où chacun met un petit peu ses petits délires. Et ces petites questions, ces petits problèmes matos, c'est top. Et surtout les feedbacks sur les wings, les foils et les boards, c'est super bien. Ça a décollé beaucoup plus vite que ce que je pensais. C'est top. Même pour les marques, je pense que c'est intéressant d'aller fureter un peu là-dedans et voir ce qui ressort. Non, c'est vraiment top. Et on pourrait créer une section wind, plutôt générale pour le moment, où on va parler que de windsurf là-dedans. Ça me pose aucun problème, on peut le faire, je vais essayer de le faire. On a Briac qui nous dit, je navigue avec la 5 mètres carrés Wing Ride 3 de chez Takuma. Moi aussi, j'ai la 4 mètres, ils m'ont envoyé la 4 mètres, figure-toi. Elle m'explose les avant-bras, comparée à la 6 Swing que j'avais testée par exemple. C'est souple la Swing, c'est une aile qui est soft. Et la Swing, elle est douce quoi. L'as-tu testé? Est-ce que c'est différent avec les petites tailles? Alors écoute, la 4 mètres carrés, ce qu'il faut savoir chez Takuma, une Wing Ride, pour une taille donnée, elle a 50 cm² de plus. C'est-à-dire que si tu as l'habitude de naviguer en 5 mètres, en Takuma, tu prends la 4,5. Si ton aile fétiche, c'est la 4 mètres, ce qui est mon cas, normalement, je devrais prendre la 3,5. Par souci d'objectivité, d'homogénéité par rapport aux ailes référentes que je prends, ma surface de référence en test, c'est 4 mètres carrés.
je prends toujours 4 mètres, je demande toujours 4 mètres quand je peux avoir 4 mètres. Ils m'ont envoyé la 4 mètres. Et effectivement, elle a grave la patate. Alors moi, j'ai mis des bouts de harnais assez vite dessus parce qu'effectivement, elle tire très fort. Après, elle se tient bien. Je trouvais que dans les claques, elle se tenait bien. Peut-être un peu moins fougueuse que de la Unit, par exemple, parce qu'elle est plus rigide. Au niveau des oreilles, de bout en bout, elle est rigide, en fait. Et les poignets sont plutôt bien placés, mais moi, je navigue beaucoup au harnais. Donc, ce sentiment de fatigue, je ne l'ai pas trop. C'est l'intérêt du harnais pour rester plus longtemps que les potes sur l'eau ou aussi longtemps que les autres en te fatiguant moins. Donc, mais ça aggrave la patate et il faut les sous-dimensionner. Il ne faut jamais prendre la même surface que chez les marques concurrentes. Les rois de la glissade qui nous dit quelles sont pour toi les caractéristiques d'une board qui décolle tôt. Est-ce vraiment mieux d'avoir une board étroite? La longueur est-elle vraiment importante? Une board plus étroite et plus longue, elle va avoir une glisse qui va te permettre d'atteindre la vitesse critique qui permet à ton foil de décoller plus rapidement, plus facilement. Par contre, faut trouver, c'est un jeu de compromis parce qu'une fois que tu es en l'air, ce surplus de longueur qui t'a aidé à décoller parce que tu es débutant, après une fois que tu es plus averti, plus débrouillé, confirmé, il est en trop ce surplus de longueur. Moi comme je dis, avec mon niveau, et c'était pareil en windfoil, le plus petit et le plus léger le mieux, tant que la board glisse encore suffisamment pour partir dans du petit temps. Moi, finalement, j'ai essayé pas mal de trucs. J'ai essayé des flotteurs petit volume, hein, même la 37 litres. J'ai navigué avec le foil Decathlon il y a 2 jours, là, même hier. J'étais en 37 litres en 3 mètres carrés, donc ma planche de surf foil. C'est sport le Waterstar. Donc ce que je veux, moi, c'est une planche qui porte mon poids. Mon volume fétiche, c'est 65-70 litres. Même sur une Rocket Wing 60 litres chez F1, ça commence à être un peu bancal quand il y a du clapot, tu vois, c'est un peu petit, quoi. Et tu peux avoir des 65-70 litres qui sont très légères. Moi, je fais 60 kg. Je prends 5 à 10 litres de plus que mon poids en volume. Et après, par contre, j'ai court. 4-8. La planche, elle me porte, mais elle me gêne pas. J'ai pas trop de nose qui se balade là. Le custom de Willy, Normana, fait 4,9 kg strappé. Donc tu vois, c'est très léger. Donc j'ai plus que le foil sous les pieds quand je suis en l'air. Elle a un max de glide. J'oublie la planche en l'air. Et ça, c'est très intéressant. Tu as quasiment 1 kg de moins que tu es quasiment à 800 grammes de moins qu'une planche de série. Tu vois, la Takuma TK, elle fait 5,7 kg sans strap sur la balance. Donc ça te donne un ordre d'idée, quoi. Et pour avoir essayé la TK justement chez Takuma, la longueur, c'est vrai que la longueur est relativement étroite, ça t'aide à partir plus tôt. Faut juste pas avoir trop de nose après, comme je le disais tout à l'heure. On a Alex qui nous demande, est-ce que le stab suffit pour modifier le comportement d'un foil? Grave. Alors, tu as une marque qui est une vraie usine à gaz, c'est Axis. Et du coup, j'ai testé plein de trucs. En wingfoil, j'avais constaté que les stabs relativement épais, classiques de chez Axis, 370, 400, 440, 500, étaient bien, très manœuvrants, très stables dans les manœuvres. Mais lorsque je passais sur leur stab high aspect, beaucoup plus fin, j'avais beaucoup plus de glisse, de vitesse, de sensation de glisse en tout cas. Parce qu'au GPS, c'est toujours des écarts assez minimes en fait. Et plus de glide. C'est-à-dire que profil plus fin, plus élancé, moins de cordes, c'est comme les ailes avant. Tu récupères du glide. Chez Gong, j'avais le stab surf au départ, le 45 je crois. Je suis passé sur le stab kite en 400. Laisse tomber. Un couteau le truc, mais en glisse, ça te débride un foil. Donc non, le stab joue énormément. Et je m'en suis rendu compte encore plus en dog start. À l'inverse, j'avais un stab de 460 high aspect chez Axis. Et lorsque je passais sur le 370 plus épais, avec plus de cordes, j'avais beaucoup plus d'appui sur le pied arrière pour pomper et beaucoup plus de stabilité en l'air à basse vitesse. Donc oui, ça joue grave. Après, encore faut-il avoir peut-être le niveau pour le sentir, mais moi c'est vraiment un paramètre auquel je suis très 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 sensible. De là, ça peut me pourrir la nave. Hein. Et pour te dire, entre un stab high aspect chez Axis et un stab classique, quand je repasse sur le stab classique, j'ai beaucoup plus de lift, je suis obligé de reculer mon mât d'à peu près quasiment 2 cm. On a Flo, après avoir testé autant de matos, quel setup tu serais prêt à acheter? J'ai déjà répondu à cette question, non? Moi, je prendrais ma board Normana Custom de chez Willy Marion et je prendrais un foil Axis, ma carbone par contre, un pas le Mahalu. Je suis plus trop Mahalu. Le Mahalu 19 pour moi, des profils épais comme ça.
ont tendance à me faire décrocher assez facilement au travers. Donc par contre le mât carbone j'adore, c'est fantastique. BSC, les BSC 810 si je devais en avoir qu'une, et puis sinon un petit set d'ailes HPS parce que ça bombarde et ça te permet aussi de surfer, de faire un petit peu tout avec. Et les grandes HPS 1050, 980 sont fabuleuses pour glider, pomper dans de la houle merdique. Jérôme, j'en suis à ma 20e session de wing avec une Hype et une Rise XL. Sur quoi peut-on jouer sur le foil pour progresser? Commencer par un stab plus petit, une aile avant et aspect. Voilà, en gros, ouais, il se demande comment il peut faire évoluer sa façon de rider. Si tu veux évoluer en performance, alors tu vas pas progresser, mais c'est le changement de l'aile avant, c'est la première étape. Avant même de changer ton stab, ça peut vraiment métamorphoser ton foil et la glisse que tu vas avoir, la vitesse. Par contre, tu vois, si tu passes d'une aile rise à une curve chez Gong ou même à une véloce, tu peux faire aussi une connerie si tu vas trop loin dans la réduction de l'épaisseur du profil et dans le shape de l'aile. Si tu te retrouves avec une aile qui est hyper rapide mais qui perd en portance, dans les manœuvres, tu vas plus réussir à passer un tac ou tu vas plus réussir à passer tes jibes. Voilà. Donc tu risques d'avoir un foil plus performant, mais tu risques aussi d'avoir un foil plus exigeant. Donc sur tes appuis, tu vas voir que ça va tourner plus court, ça va être plus agressif, ça va être moins tolérant, ça va peut-être partir plus tard, donc tu vas devoir réadapter ta façon de naviguer. Ça, c'est fort probable. Tu gagnes en performance, mais il y a une exigence en termes de niveau, de technique qui va avec. Mais je changerai l'aile avant. Le stab, c'est un changement plus mineur, mais qui a un réel impact aussi, qui va peut-être te coûter moins cher, mais le réel changement, c'est l'aile avant. Ça, c'est clair que voilà, c'est la métamorphose de ton foil est conditionnée par l'aile avant. Pierre qui nous dit: je peux te demander si tu as un boulot à côté. Ça fait bien rêver de faire de la wing et des tutos. Ouais, je suis photographe pro à côté depuis 10 ans et j'ai bossé avant dans l'industrie, dans le marketing. J'ai fait une école de commerce au départ. Tu vois, j'ai travaillé comme plein de gens en entreprise. J'étais salarié, je faisais des horaires de bureau. Et puis je suis passé à un moment donné progressivement photographe. Je faisais de l'argent de poche et je payais mon matos de windsurf avec des séances photos, des petites prestats comme ça à droite à gauche. Et puis je me suis dit en fait ce serait cool de vivre de ça. Et donc mon projet, c'était pas YouTube à l'époque, c'était pas des vidéos, c'était naviguer pour le plaisir, mais c'était de pouvoir bouffer d'un métier qui est passionnant, créatif, où tu as des beaux outils de travail et où tu kiffes de créer des choses, quoi. Et travailler avec des entreprises et des particuliers. Et j'ai démarré comme ça. Au début, c'était de l'argent de poche, c'est devenu un vrai gagne-pain. J'ai bazardé mon premier boulot, puis tu vois, j'ai fini photographe. Et aujourd'hui, il y a toute la partie cachée qu'on voit pas. On a l'impression que je suis un gugus qui passe son temps sur l'eau à faire des vidéos, à faire le mariole sur YouTube. Mais en fait mon gagne-pain, c'est vraiment l'appareil photo, quoi. Et je travaille pour des pros, pour des architectes, je fais de la photo d'intérieur, je fais des reportages métiers, de l'événementiel en temps normal, mais en ce moment on n'en fait plus, et puis de la photo de produits, des choses très variées, quoi. Et ça c'est ça qui me fait bouffer, même si il commence du coup à y avoir une migration entre le sujet glisse et les clients de la photo, parce que je bosse aussi un peu pour des acteurs de la glisse grâce au projet YouTube. Bah ça y est, voilà, j'ai répondu. Peut-être pas à toutes les questions. J'en ai peut-être laissé de côté, je suis désolé. Je tenais à dire pour conclure cette petite vidéo que j'ai de plus en plus de messages de gens qui me disent: voilà, je fais tel poids, j'aimerais m'y mettre, machin, j'aurais des conseils matos ou des hésitations entre tel ou tel foil. Et alors j'essaie de répondre à tout le monde. Je suis devenu à moitié vendeur de shop, c'est compliqué. Je fais de plus en plus de messages vocaux, je vous réponds en message vocal, c'est beaucoup plus facile parce que les SMS c'est plus possible, c'est clairement plus possible au quotidien. C'est super de pouvoir discuter technique avec vous, c'est ce que je voulais, hein. Créer une communauté, c'est pour qu'il y ait des réactions, c'est pas juste pour exister, avoir des vues et c'est pas juste une histoire d'ego, hein. C'est vraiment une histoire de passion et de faire découvrir le sport à d'autres passionnés, leur donner envie de s'y mettre et puis partager des ressentis. Et on a des grosses discussions de geeks avec certaines personnes qui se reconnaîtront, je pense, en voyant cette vidéo, hein. Ça alimente un peu mon quotidien sur des petits moments un peu à par-ci par-là. C'est vraiment cool, donc n'hésitez pas à poser vos questions en off et j'y répondrai. Et puis j'essaierai de gagner de plus en plus en compétences matos de tout ce qui se fait sur le marché. Donc si vous êtes aussi une marque, qu'une review peut vous intéresser, vous avez envie de faire tester votre matos, je reste open sur le sujet.
Oh my god, minuit 16. Eh, il est tard quand même là. Hein. Bon allez, moi je vous laisse, j'y vais. Demain il y a du vent en plus. On se dit à plus pour de nouvelles vidéos. Plus d'action j'espère. Merde, mon micro. Je vous dis à plus. C'était Adou. Bye bye.